Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett de retour avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. C'est la grande première de 2022 et les gars, j'aimerais ça dire qu'on poursuit les bonnes habitudes de 2021, mais là, on a pris des mauvaises habitudes. Je vous ai fait attendre pendant une vingtaine de minutes avant de commencer cet enregistrement-là. Est-ce qu'on peut commencer cette nouvelle année dans notre cas à Loin de sans foot avec des excuses de ma part, mea culpa, mais très heureux de vous retrouver. Comment ça va? Nous de même, très bien. Sid, ça va aussi? Très, très bien, merci. Sid, je ne sais pas si ça a été la même chose pour toi sur les médias sociaux, mais je veux juste prendre une petite seconde pour dire merci d'abord à ceux qui nous écoutent de la première heure, à l'époque avec Patrick Leduc, mais surtout ceux qui ont pris la peine de nous écrire pour nous dire, là, ça revient quand? Loin de s'en foutre. J'ai été agréablement surpris de voir combien de gens entrent pas en contact avec nous pour nous dire qu'ils nous écoutent à toutes les semaines. Mais là, ça commençait à faire un peu trop longtemps à leur goût. Il y a vraiment, surtout là, sur les 2 ou 3 dernières semaines, quand ça a recommencé peut-être à bouger dans le giron du CF Mhm. Montréal, je tenais juste à vous dire un gros merci. On est super content de vous retrouver. On espère vous donner une première émission chargée. Et il y a une rencontre qui a été disputée hier au Stade olympique qui nous a donné du matériel en masse pour bien lancer cette nouvelle année de Loin de sans foot. D'ailleurs, on va commencer avec le segment additionnel à domicile. Oui, on les perd, les bonnes habitudes aussi. Sid, euh, on a eu l'occasion d'en discuter un peu hier en fin de soirée au Stade olympique. Victoire de 3-0. Déjà dans le contenu, c'était intéressant. Ismaël Koné, qui a son premier départ en carrière chez les pros, il marque un but, mais surtout une foule que personnellement, j'attendais pas. Plus de 13 000 personnes, une belle ambiance. Moi, je m'attendais, surtout avec un match reporté de 24 heures en raison du verglas à Montréal, je m'attendais à une ambiance, une foule beaucoup plus timide. Au final, ça a été une super belle surprise. Oui, tout à fait, et bien 13 000 personnes et non pas 20 comme, je l'ai, indiqué à tort, sur Twitter. C'était une belle ambiance, et qui a joué son rôle, dans, l'entame du match. Clairement, on a vu une équipe de Montréal, sortir, très, très, très haut, que ce soit, dans les intentions, dans le pressing. Pas encore vraiment le contre-pressing, mais déjà le pressing, c'est une indication des volontés de faire mal, de la part du CF Montréal, qu'on a entrevu dans les premières minutes du match aller, mais qui se sont complètement éteints par la suite. Et ça, ils ont su, sûrement grâce à la foule, mais aussi grâce au contexte du match, hein. Il fallait absolument l'emporter par 2 buts Mhm. pour se qualifier en 90 minutes. On a vu un Montréal complet. Complet. J'aime le mot de Mihajlovic. Il parle de match parfait. Et oui, la perfection n'existe pas, mais c'est pour moi de loin le meilleur match sous l'ère de Wilfried Nancy, où malgré un adversaire qui avait ces difficultés, 2 défenseurs centraux absents, le coach aussi isolé pour question de Covid, ça reste un adversaire de Liga MX, même s'il doute. C'est un adversaire qui a la capacité de faire mal. 27 tirs au match aller, quand même, c'est pas rien. Et pourtant, là, ils n'ont pas existé, surtout grâce aux intentions tactiques mises en place par Wilfried Nancy, avec un Chouanière à droite, la Palainen à gauche. C'est cette vitesse qui peuvent apporter, et un Mihajlovic et un Kyoto des grands soirs. Et c'est vrai, tu l'as souligné, Ismaël Koné, peut-être qu'on prendra le temps d'en parler un peu plus en détail, mais c'était vraiment le facteur X aux côtés d'un Wanyama qui, bon, lui a fait des huitièmes de finale, aller-retour, d'un niveau joueur désigné. C'est pour les gens qui parfois qui en doutent de c'est ça un joueur désigné. Je pense que Wouter Wanyama là a été au niveau. Et un Sébastien Breza que j'ai adoré dans toute son attitude. Wow. C'est difficile à décrire pour ceux qui n'étaient pas au stade, mais c'est psychologiquement, il a gagné des guerres contre les attaquants mexicains, et ça, c'est très bon signe pour la suite et pour son développement. Oui, tu sais, il y a un côté naïf, conquérant, Sébastien Breza, qui dit venez-vous-en, j'ai pas peur de vous. Bon, ça reste des fois un défi pour lui, balle au pied, mais sa sortie en fin de match pour dégager le ballon d'abord de sa surface de réparation, mais surtout dégager de la tête. Écoute, il n'y avait rien de méchant là-dedans, mais il est passé comme un train. Il a failli exploser son adversaire. En fait, il l'a fait, mais ça aurait pu être vraiment pire pour le joueur de Santos Laguna. Je pense que c'était Goriaran, si je ne me trompe pas.
Bref, grosse présence de sa part. Ce que je retiens des commentaires de Sid, Jean, c'est que on est vraiment loin de l'ère Nacho Piatti. Parce que 2015, là, c'était extraordinaire, mais c'était quelques individualités, puis tu espérais que Nacho soit capable de faire le travail dans une équipe où tout penchait à gauche. Là, Ouais. tu as des joueurs de moindre, peut-être, talent, de moindre stature. Ça, c'est clair, Nacho Piatti était juste à un autre niveau, mais tu as une équipe, tu as un groupe, tu as un collectif qui est beaucoup plus complet, comme Sid le disait tout à l'heure. Moi, quand Nacho Piatti était sur ses derniers milles, j'avais le feeling qu'il était devenu des menottes dorées pour le 11 montréalais parce que avec lui, tu étais toujours obligé d'avoir un plan de match puis une masse salariale qui était faite en fonction de sa présence dans l'équipe. Là, on est complètement ailleurs et pourtant, le spectacle est tout aussi intéressant, les résultats aussi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, tu reviens effectivement à l'époque Piatti. Bon, bah, Piatti, faut le prendre comme c'était. C'est-à-dire qu'il a permis au club de franchir un palier, d'aller un palier Tout à fait. qui était entre le moment où il est arrivé, il est arrivé, encore, il y a eu un petit doublon avec Divayo, si je me souviens bien. Mhm. Et 2014. puis après, ça a été Piatti, quoi. Bon, c'est vrai que Drogba est passé un moment, mais la ligne, le fil rouge, c'était Piatti. Et durant tout son passage à Montréal, il a quand même permis au club d'atteindre un niveau qui n'était pas celui du club lorsqu'il est arrivé. C'est certain. C'est sûr aussi, comme tu le dis, que sur la fin, eh ben, ça tournait un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de solutions pour, hormis jouer sur Piatti et pour Piatti, pour le faire rayonner autrement que comme ça. C'est-à-dire l'amener dans un rôle où il aurait été peut-être un peu plus divers, un petit peu plus, disons, au service du collectif. Et là, c'est vrai que sur la fin, ça devenait un peu prévisible, ça devenait un peu répétitif, et c'était lourd au niveau des structures, comme tu le mentionnes, non sportives, on va dire. Donc Mhm. là, c'est certain qu'on voit une équipe qui est, ouais, comme d'ici, beaucoup plus complète. Je crois que c'est vraiment ça que tu prends du défenseur, bah, de Bressa et des défenseurs jusque devant. Tu vois quelque chose qui tient la route. Et quand tu te dis que c'est le premier, deuxième match de la saison, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que l'année dernière, premier match de la saison, c'est Toronto qui a été mis en pièces. Mais bon, Mais on va, tu as raison, on Jean. va. Je veux juste apporter un petit bémol là-dessus, par exemple, parce que c'est tellement intéressant le parallèle que tu fais. L'an dernier, moi, ce qui m'a impressionné avec la rencontre de cette semaine, c'est que d'abord, c'était pas du tout le même visage que la semaine d'avant. C'était pas catastrophique au Mexique, Non, mais c'était deux équipes différentes c'était dans le lourd. contenu, dans l'intensité. Et l'an dernier, tu as bien commencé la saison, mais tu as eu 7 semaines de préparation. Cette année, non seulement c'était beaucoup plus court, c'était quoi? C'était 4 semaines environ, mais tu commences contre une Mmh. équipe, pas de MLS qui a vécu la pandémie comme tout le monde, comme toi depuis le début de 2020, mais contre une équipe de Liga MX qui, non, va pas bien en 2022, mais allait très bien à l'Apertura avant les fêtes. Donc, c'est ça qui est impressionnant, d'arriver à ce niveau de compétition-là avec une préparation qui était aussi courte dans les circonstances. Oui, absolument, absolument. Et tu as fait bien de le souligner parce que je pense que ça, c'est un des éléments marquants qu'on a pu voir lors du match à Montréal. C'est la différence de visage entre le match aller et le match retour. Entre une équipe qui subissait, qui se posait des questions, qui n'était pas certaine. Je revoyais au match aller, j'ai revu des segments, des éléments de ce qui a été un poids lourd pendant toute la saison dernière. Je l'ai pas vu hier, j'ai pas vu au match retour, au contraire, où il n'y a pas eu justement ces questionnements-là. Et il y a une volonté justement de ne pas se retrouver dans cette situation-là en étant beaucoup plus agressif sur le ballon et sur l'occupation du terrain. Ça veut dire quoi pour la fin de semaine, Sid? Parce qu'avec tout ça, il ne faut pas oublier que c'est la saison MLS qui commence dimanche à Orlando, un match à 13 h. Tu dois te déplacer. Le match de cette semaine en Ligue des champions a été repoussé de 24 heures, donc la récupération va être écourtée là aussi. À quel point ce match-là peut avoir hypothéqué ce qui s'en vient à Orlando pour le CF Montréal?
Bah, c'est sûr que tu laisses beaucoup de force dans un match de ce type-là, et que ce soit de la force physique et même mentale, il faut redescendre. Moi, j'avais rarement vu Mihajlovic aussi enthousiaste dans une conférence de presse, et je pense que il y a un travail de de refroidissement qui doit être fait, pour prendre le terme cool down qu'on utilise dans le soccer, pour quoi? Pour repartir dans l'autre objectif. Puis Orlando, c'est un autre défi. C'est sûr que les équipes mexicaines, de manière générale, et Cruz Azul en particulier, ont des façons de défendre qui correspondent bien à ce que peut amener le CF Montréal. On en parlait aussi pour l'équipe nationale, cette verticalité, cette vitesse est vraiment le talon d'Achille d'équipes mexicaines qui ont parfois du mal à imprimer du rythme, qui ont beaucoup de difficultés justement à ils avaient un avantage un petit peu c'est une supériorité technique qui leur permettait très généralement de s'en sortir en tout temps, mais ça demeure insuffisant, et avec beaucoup de joueurs qui sont du même profil, où parfois tu as l'impression de voir des clones sur le terrain. Il y a une grosse difficulté à s'adapter à ce type d'opposition. Orlando, ce sera pas ça. Orlando, ce sera pas ça. Tu vas pas ouvrir la défense d'Orlando comme Ismaël Koné, qui arrive à récupérer un ballon alors qu'il y a quand même 5-6 défenseurs mexicains dans la surface. C'est pas normal en soi. Et la passe de Mihajlovic n'était pas non plus une passe exceptionnelle. Donc ça, tu les auras sûrement pas contre Orlando. Donc un adversaire qui, je vais pas te dire supérieur, mais dans son style, peut poser plus de problèmes au CF Montréal. Mais la bonne chose à ça, c'est que Johnston n'a pas joué, ou enfin peu. Camara n'a pas joué, enfin en fait peu. Et tu as en fait finalement, quand tu y réfléchis, tu as une profondeur qui va être intéressante. On a Rida Zouhir qui a fait un match aller qui était prometteur, qui n'a pas été utilisé. Samuel Piette n'est même pas encore dans l'équation. On a beaucoup de joueurs de qualité. Et puis même s'il fallait relancer Pantémis, tu pourrais même te le permettre ce dimanche au besoin. Mais c'est là où je pense que t'es quand même armé pour Orlando, et qu'on va pas forcément utiliser ce match-là comme une excuse pour les résultats de dimanche. Par contre, il faudra se concentrer. C'était une équipe qui est en doute. On va pas non plus nier que c'était la dernière équipe du championnat mexicain, que l'équipe qui s'est qualifiée dans le championnat, qui n'est pas le dernier championnat, qui n'est pas l'Apertura de cette année, c'est l'équipe de la Clôtura de l'année pas dernière, et qui n'est pas le même effectif. Donc, c'est tout ça, avec, comme je disais tantôt, l'absence des défenseurs centraux. Pas du tout pour mettre un bémol à la performance du CF Montréal. Pas du tout. Parce que pour moi, c'est une performance convaincante. Et le 4-2, notamment, dont Jean fait référence, n'était pas aussi convaincant. L'an dernier, il y a des belles victoires, mais elles ne sont pas aussi convaincantes dans le contenu qu'il a été. Et moi, je suis aussi impressionné du fait que devant les 5 offensifs, parce que je mets la Palanen et Chouanière dans le même paquet, c'était les mêmes du match aller au match retour. L'ajustement, de voir les deux visages complètement différents, avec un 11 partant qui, hormis Camacho et Koné, est le même, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de la part du CF Montréal. Et tu fais tellement bien de le souligner, parce que pour moi, Lapalainen, tu as parlé du but d'Ismaël Koné, c'est peut-être pas une passe extraordinaire de Mihajlovic, c'est vrai, mais tu as Lassi Lapalainen qui, pour moi, l'année passée, puis au match aller, a trop souvent été prévisible. Il est là dans son couloir, c'est très linéaire, c'est facile à suivre. Là, c'est lui qui se ramasse à faire un appel au premier poteau, qui embarque toute la défense, premier poteau à droite. Ça veut dire qu'il a quitté son poste sur la gauche, ça libère de l'espace derrière lui. À mon sens, c'est des choses que tu ne voyais pas vraiment l'année passée. C'est des choses que tu n'as pas vues au match aller. Et c'est là où tu as peut-être envoyé les mêmes gars, mais tu leur as donné une mission différente. Et chapeau aux 11 Montréalais d'avoir relevé ces défis-là. Jean, je veux t'entendre dans quelques instants sur les performances de l'équipe nationale féminine en Angleterre. On parle de la Coupe Arnold Clark. Mais d'abord, Sid, Neymar qui s'en vient en MLS parce que les vacances sont plus le fun. On est content d'apprendre ça, ou on dit restons chez vous?
Non, non, on est très content d'apprendre ça, mais Ah c'était ouais! assez ouais, j'ai trouvé ça assez comique de la part de Don Garber, qui est une personne assez orgueilleuse et qui a dit, que non, on veut pas du tout des joueurs, de pré-retraite ou autres, alors que bon, on accueille avec fanfare des Douglas Costa ou des Shaqiri. Mais je trouve que la façon dont Neymar l'a dit, si Neymar avait dit: «Le championnat MLS est en plein essor et ça, ce serait un gros défi pour moi de venir aux États-Unis et que j'aimerais ça» et cetera, la réaction de Don Garber a été largement différente, mais je pense qu'il a été un peu piqué dans son orgueil. Ça l'a un peu renvoyé à une image qu'il ne veut pas projeter de sa ligue. Mhm. Et donc, il a fait ce recadrage en règle, mais ce sera le premier à l'accueillir à l'aéroport avec grand plaisir. Et puis, on ne boudera pas notre plaisir de voir un Neymar Ah en ouais. MLS si ça arrive. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est correct de tout le monde, ça. Neymar, il faut qu'il reste Neymar, mais en même temps, Don Garber, moi, je pense que c'est un aspect qu'on n'aurait pas eu le courage de faire il y a 10 ou 12 ans, de mettre nos culottes en disant, si tu t'en viens, Rafa Marquez. Rafa Marquez, il est venu ici pour faire quoi, là, à part visiter les restos à New York, ramasser son chèque, puis finalement s'en aller en étant catastrophique. Tu sais, c'est une autre époque maintenant. Et que publiquement, on envoie un message en disant, d'abord, il faut aussi rappeler que c'est une ligue sponsorisée par Adidas. Là, tu as le gars qui arrive avec son nouveau sponsor, Puma. Tu sais, t'envoies un message corpo, t'envoies un message sportif, et sachant que je suis tout à fait d'accord avec toi, Don Garber va finir par l'accueillir à bras ouverts, Neymar s'il débarque. Mais d'avoir envoyé cette pointe-là en disant, hey, nous, on ne se prend pas pour un 7-Up flat. C'est peut-être pas le Parc des Princes, mais on se prend au sérieux. On espère que si tu t'en viens, tu vas le prendre au sérieux aussi, que tu t'en viens pas en vacances, puis que la principale raison pour laquelle tu débarques, c'est pour l'entre-saison et pas la saison en tant que telle. Chapeau Don, c'est pour son qu'on t'adore, même quand tu t'en viens te plaindre du Montréal Inc. ici dans la métropole. Jean, Coupe Arnold Oui, Clark, hier. les Canadiennes, avec, ben, sans la présence de Kristen Sinclair, on s'en Mhm. parlait cette semaine lors de notre diffusion de matchs de Liga le week-end dernier. C'est des matchs qui sont d'autant plus importants parce que là, l'écart, les 2 ans que tu as d'habitude entre les Jeux olympiques qui ont finalement eu lieu en 2021 et non 2020 et ta Coupe du monde qui va avoir lieu l'an prochain, ces matchs-là sont précieux parce qu'il y a une urgence de repréparer ton équipe pour un gros tournoi, un tournoi majeur qui s'en vient très rapidement. Ben ouais, qui vient en 2 temps, puisque tu as les qualifications pour la Coupe du Monde qui vont avoir lieu cet été. Alors c'est vrai qu'ici, quand on parle de qualif Coupe du Monde, on prend ça relativement, Mhm. disons, on respire un coup, quoi, en disant, bon, Chez les voilà, femmes. voilà, oui, ouais, clairement. Quand tu as une des deux meilleures équipes du continent et que se qualifie. Bon, on voit quand même que régulièrement, maintenant, l'écart est réduit, que tu as des équipes dans la CONCACAF qui commencent à chauffer un petit peu, comme le Mexique, comme le Costa Rica en particulier, qu'il faut les prendre sérieusement, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une dizaine d'années, hein, ces matchs-là. Mais Mhm. clairement, maintenant, il faut assurer. Donc, il était bien d'avoir ce genre de tournoi relevé avant les qualifications, donc pour une Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. Donc, effectivement, ça va arriver vite. Tournoi relevé parce que c'était en Angleterre avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, qui est la grosse nation en progrès depuis 2 ans, qui est Mhm. essentiellement noyautée par Barcelone, qui est championne d'Europe, finaliste l'année dernière de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue des Champions cette année, et qui a connu une progression fulgurante. Donc c'était vraiment intéressant. Les Canadiennes ont fait un bon match contre l'Angleterre. Alors, il y a eu une mi-temps pour prendre la mesure. Elles ont été bousculées en première mi-temps, hein. L'Angleterre a fait une Mhm. très très bonne première. Euh, Ben Friesman, encore une fois, comme au jeu, capable de regarder et sur sa réaction de la mi-temps, de changer un petit peu les choses. Et effectivement, ça a été un Canada qui a beaucoup moins subi et qui a été beaucoup plus incisif en deuxième mi-temps, avec Fleming, Jessie Fleming en particulier, qui je trouvais très bonne lorsqu'elle a pu avoir le ballon et voir le jeu un petit peu vers l'avant. Toujours, bon, Ashley Lawrence, Kalisha Buchanan, ben maintenant parce que c'est des taulières de l'équipe, hein, c'est vraiment les patronnes. Mhm. Vraiment, vraiment. Tu vois, Fleming, Becky, Buchanan, Lawrence. OK, voilà, c'est là-dessus que cette équipe-là va repartir et va se baser. Et puis, beaucoup plus solide contre l'Allemagne. Même, on va dire, l'Allemagne, c'était peut-être pas l'équipe top. Il y avait beaucoup de joueuses absentes. Ça reste l'Allemagne où tu as ton équipe B.
chez les féminines est quand même une très très bonne équipe de niveau international. Ce sont trois adversaires qui se préparent, elles, pour l'Euro qui a lieu là aussi, qui devait avoir lieu en 2021, qui a été Oui. décalé en 2022. Donc, pour elles aussi, c'est important. Et je trouve donc qu'elle a gagné nul contre le Canada, nul contre l'Angleterre, victoire 1-0 sur l'Allemagne, ce qui n'arrive jamais quand même. Petite défaite 1-0 contre l'Espagne. Je trouve que c'est vraiment pas mal et il y a du progrès. Et il y a des jeunes joueuses, ou en tout cas des joueuses comme Sheridan dans les buts, qui remplace Stéphanie Labbé, et qui a été vraiment. Je pense que là, elle a dit OK, c'est à moi ce poste-là maintenant. Et parce qu'elle a fait 3 matchs vraiment très, très forts. Et ça, c'était important. Donc, il y a de Rivière, Grosso, Lavigne. On a vu des joueuses qui s'intègrent maintenant régulièrement et qui sont bien pour l'avenir. La seule déception dans le soccer international canadien, et là, je parle des hommes et des femmes, en 2021-2022, c'est que si tu tripes sur cette équipe-là, tu n'es pas capable de t'acheter un maillot parce qu'il en reste nulle part, puis ça finit par coûter une fortune. C'était mon édito Nike. Désolé, mais vous avez mal calculé vos trucs. Ce serait à revoir pour les années à venir. Il y a quand même une Coupe du Monde qui s'en vient aussi en 2026 après celle de 2022. Je parle des hommes, évidemment. En temps additionnel maintenant, prochain segment, les gars. Ah, là, Sid, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Jean aussi. C'est la fin, the end of an era, dirait Joey Tribbiani. On a, en Ligue des champions, abandonné la règle du bris d'égalité basée sur les buts marqués à l'étranger. D'accord ou pas d'accord avec cette décision-là, Sid? Non, pas d'accord. Pour moi, c'est une mauvaise décision de la part de l'UEFA qu'on va accepter. Hein. Attention, c'est eux qui font les règles. Je pense que le On but n'est pas obligé. La Super League, on ne l'a pas accepté. On peut monter aux barricades. Moi, là, je te dis, là, si tu organises une manif là, ou un convoi quelconque, là, je ne veux pas rentrer dans le politique, pour ramener les buts à l'étranger, je suis le premier embarqué dans ton camion. Mais la Super League, c'est pas l'UEFA. Mais c'est vrai que Oui, je pour sais. moi, c'est regrettable parce que c'était aussi un incitatif pour les équipes qui se déplaçaient d'aller chercher un but précieux. Puis je crois que dès le premier match de la compétition, qui était Real Madrid contre Paris Saint-Germain, on a vu les conséquences de cette règle où le Real Madrid n'avait pas d'intérêt plus que ça à attaquer. Oui, le Paris Saint-Germain a fait un match qui leur a permis cette configuration, mais je pense pas que dans un cadre où le but à l'extérieur peut prendre autant d'importance, comme on le sait historiquement, que le Real Madrid se contente d'aussi peu. Donc ça fait aussi ça annule le match nul. Qu'est-ce qu'on retire finalement de United contre Atletico? Il y a un partout, fait que le match il n'existe pas, puisque le but de Elanga n'a aucune importance finalement. Finalement, c'est juste, je sais pas vraiment quelle était l'intention de l'UEFA, mais je crois que oui, peut-être que on voulait pas nécessairement rendre ça trop compliqué. On sait que parfois il y a des discussions, on les a eues aussi, et relativement à ce fameux but à l'extérieur. Mais dans la culture européenne, il était largement intégré. On n'a peut-être pas besoin de ce changement-là. Donc, là-dessus, je veux juste bien saisir ce que tu veux dire, dans le fond, c'est qu'on a besoin, l'Amérique du Nord peut-être un peu plus qu'ailleurs, d'expliquer la notion de cette règle-là, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu le jour à la marmotte. Là, ça revient à chaque fois que le CF Montréal est qualifié en Ligue des Champions CONCACAF. On parle de ce fameux but à l'extérieur. Mais c'est pas le cas en Europe. Et surtout, ben, ça fait tellement partie de ta stratégie de match, même de la dramaturgie. Je pense que, tellement de beaux moments qui sont liés à ces buts-là. Puis oui, ça veut peut-être rien dire, mais ça fait partie finalement de ça. Et je crois pas que c'est une règle qui incite. Moi, je vais donner l'exemple avec un ami, parce qu'on s'est beaucoup ostiné sur ça. Au final, il vaut mieux perdre 2-1 que perdre 1-0. Avec l'ancienne règle, aller perdre 2-1 sur le terrain d'un adversaire, ben, c'était mieux que perdre 1-0. C'était récompensé. Merci. Et puis pour moi, le football, ben, je veux voir 3 buts plutôt que 1. Donc à partir du moment où il y a une règle qui m'incite à plutôt faire du 2-1 que du 1-0, c'est réglé. Je n'ai pas besoin, sachant qu'il n'y a pas de belle. On n'est pas au meilleur des séries. Je pense que
cette règle a du sens s'il y avait un troisième match peut-être, mais je ne comprends pas. Bon, enfin, je comprends pas. Ça fait longtemps que j'ai cherché à pas comprendre ce que fait l'UEFA, là, mais non, j'aurais aimé que ça reste finalement. Mais bon, en tout cas, c'est ça. J'ai très hâte de voir. Mon petit doigt, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais mon petit doigt me dit que tu vas aussi t'obstiner avec Jean Gounel. Peut-être que je me trompe, Jean, je vais venir à toi dans 2 petites secondes. Quelques éléments là-dessus. Donne pas d'idée, Sid, à l'UEFA de faire un troisième match de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Ils vont vouloir faire du cash là-dessus, puis ils vont essayer de le faire. Deuxièmement, expliquer. Moi, je pense que là où on a eu tout faux, c'est à l'époque, dans les années 90, début 2000, quand on disait les buts marqués sur la route valent double. C'est pas ça. C'est un bris d'égalité. Si tout est égal à la fin, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur la route que le tiebreaker. Je pense que si on l'avait expliqué comme ça dès le début, écoute, c'est pas de la science nucléaire. Tout le monde l'aurait compris. Et finalement, moi, je partage ton opinion là-dessus. Jean, j'ai très hâte de t'entendre pour savoir ton point de vue. Mais le but, je comprends que c'est en phase de groupe. Mais venez me dire que Karim Benzema qui va marquer à Sheriff Tiraspol, ça vaut la même chose que Sébastien Till qui marque au Bernabéu. C'est juste pas vrai. Et je comprends que quand tu arrives dans la ronde des 16, les quarts de finale, tu n'as pas les Sheriff Tiraspol de ce monde. Ça, c'est un autre dossier. Peut-être que c'est, je ne veux pas dire à revoir, parce qu'à quelque part, c'est la crème qui remonte à la surface, mais tous les environnements ne sont pas égaux. Et moi, je pense que cette idée-là de récompenser des équipes qui ont le courage d'aller sur la route, d'attaquer et de marquer, je reviens à cet exemple de 2-1 que tu as dit, Sid, je suis personnellement d'accord avec toi. Maintenant, Jean, d'accord ou tu mets le feu là-dedans? Non, c'est une règle caduque. C'est une règle caduque Écoute, elle a été mise là justement, elle a été instaurée à la fin dans les années 60 pour éviter justement le troisième match, le match d'appui, parce que ça devenait ingérable au niveau des calendriers des équipes. Euh, Là, aujourd'hui, je t'avoue qu'à un moment, je comprends plus, quoi. Surtout que généralement, ce sont des écarts minimes sur sur des 0 ou un but. C'est généralement, tu vois ces cas-là arriver sur des 1-0, 2-1, 1-1, 0-0. Voilà, c'est généralement là-dessus que ça va tourner. Non, moi, je vois plus trop le sens parce que déjà, la notion de domicile extérieur, je la trouve de plus en plus. Là, là, ça peut être une longue discussion. Depuis l'arrêt Bosman, je pense qu'il y a le concept de domicile extérieur pour des joueurs qui maintenant voyagent et passent une carrière, une année au Bernabéu, l'autre année à Old Trafford, la troisième à San Siro. La notion de jouer à tel endroit ou à tel endroit, ça ne veut plus dire grand-chose à mon avis. Mais sur la règle elle-même, je pense que faire peser autant pour séparer séparer deux clubs sur une chose, alors qu'il y a une trop grosse importance par rapport à la différence que tu veux faire entre les deux clubs. Que tu fasses peser là-dessus une saison, parce que tu vas arriver à ça, une saison entière d'un club, je trouve que c'est devenu un petit peu... ça n'a plus vraiment de sens. Alors ouais, tu vas me dire, bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir des matchs où il n'y a que des prolongations, ou tu vas avoir des matchs où les équipes défendent. Et c'est vrai que quand tu vois le Real, aïe, 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 parce qu'il y a un ajustement qui va se faire. Et qu'il y a régulièrement des courants de pensée qui naissent avec ce genre de choses-là. Dis-toi que sur les 8 matchs qui ont eu lieu, il y a 6 équipes qui ont marqué à l'extérieur quand même. C'est ce qui s'est passé sur la semaine dernière. Et que sur les deux autres, tu as le Real, c'est vrai, qui n'a pas montré grand-chose, et tu as Lille qui a quand même essayé de faire des choses intéressantes, simplement qui est arrivé un peu court, Lille à Chelsea, ouais, qui est arrivé un peu court offensivement. Je pense, ouais, donc en gros, qu'il va y avoir un ajustement. Et ouais, c'est sûr qu'on va voir des équipes qui vont en mettre un petit peu de temps, qui vont commencer prudentes, parce que c'est vrai qu'on était arrivé à une période où on se disait, OK, l'important, c'était de marquer sur le terrain de l'autre. Mais c'était un petit peu un renversement de la situation domicile extérieur d'il y a 20 ans. Mais j'ai hâte de voir si ça va donner plus de prolongation, parce que si c'est le cas, quelque part, ça donne un avantage encore plus important à l'équipe qui a le deuxième match chez elle. C'est certain qu'on peut arriver à ça aussi. C'est vrai.
Ouais, avant c'était l'équipe qui se déplaçait, dans la mesure où si elle plantait un but, d'un seul coup ça mettait Ça le partait en ciel sur la vrille. tête Mhm. à l'équipe qui était à domicile. Donc peut-être, on va voir. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que ça doit être comme ça. Je pense que c'est une hypothèse sur laquelle il était intéressant de regarder un petit peu ce qui va se passer, voir comment ça va avancer, voir parce qu'il y a toujours ça va réfléchir. Il y a des gars qui vont cogiter, qui vont commencer à penser, OK, on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ça. Il y a eu une façon de penser dans le football qui est née du but à l'extérieur et qui a Mhm. évolué avec le but à l'extérieur. On a pensé de façon différente au fur et à mesure des années. J'espère que ça va amener une autre façon. C'est vrai que la première chose à dire, et tu es Ancelotti, tu dis, OK, la première chose que je veux, c'est pas prendre une tôle au match aller. Voilà. Je vais rester dans le match à la fin des 90 premières minutes. Je vais être dans le coup et daté. Donc, effectivement, quand tu te déplaces, ça veut dire rester le plus fermé possible. Je pense que Ouais, ça va changer. j'ai très bien compris, Jean, que tu ne dis pas avoir la vérité absolue. Tu dis juste que tu n'es pas d'accord avec nous, puis tu ne te présenteras pas à notre manifestation, à moi et Sid, au bureau de Mais l'UEFA. Sid, tu voulais Mais juste ajouter ouais, quelque oui, chose? je tiens à signaler que Jean, tu m'as fait cheminer dans tes propos. C'est Ah vrai, là, sur cette. Sid, la Ben oui, manif n'a ben, même c'est pas ça. commencé Ouais, encore, non, tu c'est es en train de prendre la que je retourne sortie. ma veste. Ouais, c'est fou. Hein, Ah, mais Oh, c'est vrai non, non, que. non, Non, mais non. c'est vrai que par exemple, sur le cas des deux matchs nuls, finalement, je peux te rejoindre vraiment, Jean. C'est vrai que un partout, 0-0. Pourquoi l'équipe qui aurait marqué le but à l'extérieur se qualifie les enjeux, et je pense qu'il y a une réflexion Parce que tu allais qui est marquer, Sid. C'est ta logique à toi de tantôt. C'est la même affaire que le 2-1. Ouais, je comprends, mais je pense que après, finalement, quand on parle d'enjeu, et c'est là où maintenant, comme je comprends l'UEFA, quand on parle de ces enjeux financiers, ben, tu voudrais que peut-être que celui qui se qualifie ait obtenu une qualification suite à un résultat plus significatif. Donc, en tout cas, tu m'as fait cheminer par rapport à cet aspect-là. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais amener à nos auditeurs parce que ils ne voient pas, sûrement ne voient pas comme ça. Mais il y a eu un effet pervers de cette règle-là, qui était que l'équipe qui recevait, souvent finalement était dans une configuration où il ne fallait pas encaisser de but. Donc Mhm. Yeah, l'effet pervers c'est était ça. que finalement, à domicile pour le premier match, l'équipe ne cherchait pas à gagner nécessairement, mais à ne pas perdre. Sachant qu'au match retour, son but qu'elle irait marquer chez l'adversaire aurait une grosse importance. Mhm. Donc dans ces cas précis, je trouve que justement, il y avait comme une forme de perversion de la règle. C'est pas l'esprit de la règle. L'esprit de la règle, c'est d'avantager l'équipe qui est à l'extérieur et non pas d'empêcher l'équipe à domicile de Ouais, faire ce qu'elle a à faire. yeah. Donc, ça, c'était mon seul bémol avant, par Mhm. rapport à ça. Sur le reste, moi, je pense c'est plus aussi la dramaturgie. Je pense à tellement de matchs qui ne seraient pas passés comme ils sont passés Ah oui, s'il n'y avait pas cette oui, règle-là. Et puis, ça fait partie un peu de notre expérience foot. Quand je vois des oui. Barcelonais qui en veulent à Dembélé, par exemple, dire ah, si t'avais marqué le 4e but de ce match-là, on aurait été qualifié. C'est comme, voyons. Ouais, Voilà. Oui, oui, tout à fait. la seule chose, à mon sens, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sid, tu avais une équipe à domicile lors du match aller qui ne voulait pas perdre. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste l'équipe qui voyage maintenant sur la route au match aller qui ne veut pas perdre. Pas perdre non plus. C'est vrai, c'est sûr. Non, c'est sûr. Bon, mais tu C'est vois, juste je chemine encore, je chemine. Je retourne encore les, ma les veste, scén- retourner. c'est c'est ce que j'allais dire. Les scénarios sont retournés aussi souvent que ta veste. Sid. Hey, les gars, en 30 secondes chacun, une chose avant qu'on passe au sujet chaud, parce qu'il y a plusieurs très bonnes questions qui nous ont été posées. En 30 secondes, Jean, la chose qui a retenu ton attention en Ligue des Champions cette semaine, on a parlé de match nul, 1-1 Villarreal-Juve, 2-2 Benfica-Ajax, 1-1 Atlético Madrid-Man United, alors que Chelsea a gagné 2-0 à la maison face à Lille. Chelsea, ils ont du mal à trouver de la régularité, mais ce que j'ai vu, et tiens, comme par hasard, c'est Exact. en Ligue des Champions, je revois le Chelsea du printemps dernier, Mhm. super organisé derrière, super dynamique avec Kanté. Kai Havertz est vraiment, à mon avis, c'est leur meilleur recrutement, le meilleur joueur qu'ils ont allé chercher depuis 2 ans. Wow. Ça, c'est une fleur pour une équipe qui a eu de la misère hein, avec ses recrutements, les sanctions et tout. On salue Frank Lampard, d'ailleurs, au passage. Sid?
Et que je vais aller du côté de United d'Atlético. D'une part, la première mi-temps de l'Atlético a montré dans toutes les écoles. Enfin, c'était assez incroyable d'intensité, le jeu sans ballon, d'agressivité. C'était vraiment le cholismo, comme on dit, Ouais. d'un United complètement débordé et qui, de nulle part, a réussi à égaliser, mais qui en même temps, ce fameux nulle part, est très caractéristique de United. Donc, on a eu un match où on a Atlético qui est pas capable de faire la différence alors qu'elle doit la faire, s'écroule à partir de la 70e, et United qui peut toujours, à tout moment, débloquer une situation parce que c'est le talent de cette équipe-là. Et peut-être l'apprentissage tactique et qu'il faut mettre un joueur qui peut apporter la profondeur aux côtés de Ronaldo, que ce soit Cavani, que ce soit Elanga, ce sera plus Martial parce qu'il a Séville. Mais à partir du moment où tu as ce joueur-là qui peut apporter la profondeur, l'attaque de United est vraiment plus intéressante. Ouais, le problème, par contre, avec une équipe de United qui, oui, est capable de débloquer une situation à tout moment, c'est que tu as toujours une situation à débloquer. Et ça commence à faire plusieurs années que C'est ça. United est dans cette difficulté-là. Dernier segment, les gars, sujet chaud. Ça faisait longtemps qu'on n'y était Ah. pas, qu'on n'était pas allé faire un tour sur Twitter pour les questions posées par nos auditeurs. Michael Forcier, d'abord, demande, Jean, est-ce que la FIFA et l'UEFA prendra des sanctions contre la Russie concernant les qualifs de la Coupe du monde et la finale de la Ligue des champions? Et évidemment, là, on fait le parallèle avec la situation géopolitique avec la Russie et l'Ukraine. Alors, précise qu'on enregistre cette émission le jeudi. Il y a une Oui, tu fais réunion bien. vendredi, une réunion qui était prévue de l'UEFA le vendredi, dans lequel la question de la Russie et de la finale de la Ligue des Champions va venir sur la table. On peut dire, c'est qu'il est quasi certain que la finale n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg comme c'était prévu, que l'UEFA cherche une deuxième solution qui pourrait être, elle veut une grande ville d'accès. Ce ne sera pas très probablement pas Londres parce que Wembley, ils ont bien donné l'année dernière, il y a eu suffisamment de problèmes. Mais ce serait quelque chose du genre Rome, Paris, Barcelone, Amsterdam. À première vue, ce sont les noms qui semblent Pas tourner. Pour la d'Azerbaïdjan? Russie, Pas d'Azerbaïdjan, non? Cette fois-ci? Bakou. je crois pas pour l'instant, non, je crois pas. Je crois pas, OK. Ah, quoique. je On voulais sait juste jamais avec vérifier parce que l'UEFA. pour la On Ligue sait Europa, jamais. c'était correct. Attends. Regarde, hein. Non, mais maintenant, pour ce qui est aller un peu plus loin, bon, il est certain qu'on se dit toujours l'UEFA, elle est un peu tenue parce que son principal sponsor, c'est Gazprom. Gazprom qui est compagnie russe et qui vraiment semble, hey, bam, bam, être le bailleur de fonds de l'UEFA. Elle semble vouloir s'en dégager et mettre les choses au clair. Et ce qu'il faut reconnaître. Et que, donc, pour l'instant, au niveau des sanctions, la première serait de donc retirer l'organisation de la finale de la Ligue des Champions à la Russie. Il y a encore 2 clubs russes qui sont en Europa League. Il y a le Zénith qui joue là, dans le cours de cadrage. Là, ils sont en déplacement et on verra un petit peu si jamais ils se qualifient ce que ça donnera. Et il y a le Spartak Moscou qui, lui, rentrera au tour prochain. Donc là aussi, il faudra voir un petit peu ce qui va se passer. Mais il y a quasi aucune chance que l'UEFA autorise des matchs en Russie actuellement. L'autre chose sur laquelle il faudra parler, c'est quelle sera la réaction de la FIFA. Parce qu'à la fin du mois, on a des barrages Coupe du Monde. La Russie doit recevoir un premier barrage contre la Pologne et si elle gagne, recevra le vainqueur de Suède-République tchèque. Les Suédois ont dit que pour eux, il n'était pas question, quoi qu'il arrive, d'aller en Russie. Je pense que la Fédé polonaise va avoir la même réaction. Donc maintenant, il faut attendre aussi une réaction de la FIFA. Et je pense que là, honnêtement, là, il faudrait que la FIFA prenne une décision radicale dans ce contexte-ci actuel. Il y a Marco Telohuro maintenant, Sid, qui demande que pensez-vous de la métamorphose du Barça? Ça a été une victoire convaincante le week-end dernier face à Valence. Est-ce que Xavi est le prochain Pep Guardiola? Ben, j'en pense que c'est d'abord une belle victoire avec la preuve d'un mercato hivernal réussi avec les arrivées de Traoré Aubameyang. et Aubameyang. Mais Traoré, je voulais
le signaler parce que c'est un joueur qui était formé à la Masia et qui comprend parfaitement le rôle d'ailier dans le 4-3-3 barcelonais. Puis on le voit, la manière dont il écarte le terrain et son positionnement, c'est vraiment un vrai plus. Et je dois aussi signaler Torres aussi, qui a été pris de City. Donc c'est la preuve oui, d'un mercato qui a été réussi et puis d'une mue qu'on a peut-être entreaperçu durant la Supercoupe d'Espagne qui a été jouée en Arabie Saoudite avec un classico qui s'est terminé en prolongation. Le Real l'avait emporté, mais Barça montrait des signes de sa splendeur passée. Maintenant, la barre est tellement haute lorsqu'on compare à Pep Guardiola que je te dirais qu'instinctivement la réponse est non, c'est pas le prochain Pep Guardiola. Surtout aussi que Guardiola, c'était aussi des principes de jeu, donc il n'y a pas simplement des résultats, comment dire peut-être à la Mourinho, mais c'est aussi une philosophie de jeu et c'est trop tôt pour penser que Xavi va apporter ça. Je pense que Xavi va être dans la continuité de ce qu'il a lui appris, mais c'est compliqué encore aujourd'hui de voir des nouveautés du côté de Xavi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Barça se replace tranquillement, pas vite, et que le Real a un peu stagné en début 2022, que la blessure de Benzema leur a fait mal. Ancelotti n'a pas pu relancer Hazard. Vinicius aussi a eu un petit coup de mou. Bon, ça paraît pas trop parce que Courtois, Alaba et Militao, c'est le top du top comme triangle défensif. Mais c'est vrai que non, Barça, on n'aurait peut-être pas cru que ça aurait été aussi rapide ce revirement de situation. Mais voilà, c'est encore jeune, il ne faut pas non plus trop s'exciter. Je crois que peut-être le révélateur, ça va être tout tantôt, on est jeudi, il y a le match contre Naples qui arrive, et peut-être que le parcours, un parcours en Europa League pourrait signifier que le Barça est effectivement véritablement de retour. Oui, ce qui est complexe quand on vient à comparer avec Pep Guardiola, c'est que c'est pas juste l'exécution d'un coach. Tu sais, Zidane, c'est un exécutant hors pair avec des joueurs de très haut niveau. La différence, c'est que Pep, c'est un innovateur. Il est tout le temps en train de revoir la manière de penser le foot, la manière de l'animer aussi. Et c'est là où, évidemment, on va avoir besoin de temps pour en arriver là, avec Xavi qui commence encore sa carrière de coach au Barça. Jean, il y a Plateau FC qui nous demande est-ce que Mikel Arteta va ramener Arsenal dans le top 4 de Premier League? Oui, je pense qu'il est sur la bonne voie. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il a maintenant clairement plus le même effectif. Ce qui a été brutal pour Arsenal, ça a été la chute. Ça a été la chute d'une époque où ils étaient assis en tête, ou en tout cas à hauteur de la tête avec United, parfaitement en contrôle de tout ce qui se passait en Première Ligue, au point de ne plus être dans un sorte de top 4. Il a fallu créer une sorte de top 6, mais disons d'être complètement dépassé par tout ce qui arrivait derrière, financièrement, mais sportivement et aussi. Oui, d'ailleurs. par Leicester aussi. Là. Pardon? Oui, par Leicester aussi. Tu parles de top 6 à un moment donné, tu as raison, mais il y a même d'autres clubs qui se sont invités. Et ce qui est intéressant avec ton commentaire, Jean, c'est que tu parles d'une chute, mais pour Manchester United, ça a été brutal. On va en parler d'ailleurs dans un instant, mais ça a été plus brutal. Du côté d'Arsenal, tu te qualifiais, même à l'époque d'Arsène Wenger, tu te qualifiais pour la Ligue des Champions. Tu étais comme tout près, jamais vraiment largué, mais jamais vraiment à la même hauteur que tu avais quand c'était les Patrick Vieira, les Thierry Henry, Dennis Bergkamp et compagnie. Puis ça a comme créé un mirage où tu t'es pas rendu compte qu'au final, oui, tu l'étais dans les faits un peu largué. Oui, tu as totalement raison. C'est vrai que, regarde, je crois que le miroir, ça a été Van Persie. Pendant toute une époque, il y avait Van Persie à Arsenal qui leur a sauvé des matchs, qui les a mis, parce qu'il représentait vraiment le top, le maximum de ce que cette équipe pouvait produire. C'était vraiment la production maximale offensive d'Arsenal. Mais, et effectivement, il se qualifiait régulièrement. Par contre, derrière lui, tu voyais on pouvait sentir que le fond de jeu, que
le concept de jeu qui était celui de l'époque, donc de Henry, Vieira, Bergkamp, etc., disparaissait complètement. Et lorsque Van Persie est parti, et lorsqu'il n'y a pas eu vraiment de relève, eh ben, avec quoi tu te retrouvais? Tu te retrouvais avec Wilshere, avec Ramsey, mais c'était une Sanchez. équipe qui avait perdu ses dents, qui avait plus ce côté mordant, implacable, absolument souverain qu'elle pouvait avoir, et qui s'est fait rattraper effectivement par des équipes qui avaient les moyens, pour le reconnaître complètement, et ont été quand même beaucoup plus proactifs au niveau du recrutement, au niveau de la vision. C'est pas pour rien que tu vas chercher Guardiola, Klopp, même au niveau de l'efficacité, aller chercher à Mourinho à cette époque-là. Je parle donc de 2015-2016, où il pouvait encore te monter une équipe comme Chelsea et puis l'amener au titre. Ouais, là, je ne sais même pas par où commencer à réécrire l'histoire avec José Mourinho qui coach Arsenal. Oui. J'étais parti de la situation. Mais oui, Arteta, là maintenant, donc il part de loin, et ça a pris du temps. D'ailleurs, crédit à toute l'organisation d'avoir maintenu la confiance en Arteta, malgré les difficultés. Il y a eu des difficultés avec certains joueurs, il y a eu des difficultés financières, même avec l'organisation. Il continue. Il y a un projet qui commence à s'amorcer, qui commence à être développé là, avec des joueurs. Ils sont allés rechercher un certain nombre de jeunes joueurs qu'ils ont relancés. Certains sont partis. Ils continuent là maintenant, et je pense qu'ils sont vraiment, vraiment sur la bonne voie. Ça a pris du temps. Est-ce qu'ils peuvent revenir dans le top 4? Peut-être, étant donné que derrière les trois, que sont City, Liverpool, Chelsea, c'est pas mal flou actuellement. La dernière question, Sid, elle sera pour toi dans un instant. La question du staff, mais Jean, une dernière qui a été posée par les gens sur Twitter, celle de Alex, ça concerne Manchester United, je le disais il y a un moment. Qu'est-ce que le club doit faire afin de sauver sa saison et conserver Ronaldo pour la saison prochaine? Déjà, la dernière partie de cette question-là, il faut se demander, est-ce que c'est ça qu'on veut? Là? Puis moi, j'étais très enthousiasmé à l'idée de voir Ronaldo revenir, mais tu dois quand même te poser la question de manière objective en vue de l'an prochain. Clairement, oui, voilà. Remettre, je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de saison. Actuellement, Ralf Rangnick n'est pas l'entraîneur, n'est pas celui qui va rester. Il va devenir manager. Manchester United est encore en train de prospecter pour savoir quel sera l'entraîneur l'année prochaine. Il est certain que cet entraîneur-là va travailler avec Rangnick, qui va être manager général, et qu'il y aura un concept de jeu qui va être mis en place. Actuellement, je pense que ça a été pas mal documenté depuis 2 mois, Cristiano Ronaldo a beaucoup de mal à rentrer dans ce concept de jeu. Donc, effectivement, comme tu dis, la question, c'est est-ce que United va vouloir le garder? Je sais que depuis sensiblement la mi-janvier, on parle beaucoup. Il n'y a pas une semaine qui passe sans un article ici ou là disant Ronaldo serait prêt à partir. Ronaldo n'est pas content. C'est la grogne dans le vestiaire de United. Donc, je ne sais pas, est-ce que jusqu'à quel point cette situation-là peut demeurer? Je ne suis pas persuadé. Maintenant, qu'est-ce que le United doit faire? Actuellement, c'est gagner des matchs. Convaincant, pas convaincant, c'est gagner des matchs. C'est-à-dire aller accrocher les points pour terminer dans les 4 premiers, parce que sensiblement, je ne vois pas, parce qu'ils auront du mal à gagner la Ligue des Champions cette année. On ne sait jamais. Mais ça me semble un peu compliqué. Donc, l'objectif là, et ça, c'est tout à fait faisable, c'est de s'installer à la 4e place, d'aller prendre la 4e place en championnat, de pouvoir rebondir sur la Ligue des Champions l'année prochaine, d'avoir il serait temps d'avoir un grand nettoyage de printemps, je dirais, dans le vestiaire, et puis de enfin pouvoir se projeter sur la durée et vers l'avant. C'est l'idée, c'est pour ça qu'ils ont fait revenir Rav. Là, tu viens de lancer une ligne à l'eau pour le fan de Manchester United qui dort en moi. Qui sait, il pourrait gagner la Ligue des Champions? Non. On ne va pas commencer à aller là puis faire rêver les fans de United comme j'y crois pas pour 2 cents. Ayant dit ça, on va s'en parler dans quelques mois puis ils vont être en demi-finale. Sid, on termine avec toi. Question, je disais tout à l'heure, question du staff. C'est vrai puis c'est pas vrai. C'est moi, le staff. Kai Kamara. On s'en est parlé après la rencontre au Stade olympique. Un accueil extraordinaire pour un gars qui a fait tellement mal aux 11 Montréalais au fil des ans.
je me souviens pas vraiment d'un joueur qui a son profil de carrière, qui n'est pas un Nesta, qui n'est pas un Didier Drogba, qui est débarqué à Montréal et qui a tout de suite été embrassé par la foule, comme ça a été le cas au Stade olympique. La question qui tue, Kei Kamara en marque combien cette année? Oh, une excellente question. 6? Ah, tu vois, j'ai bien joué parce que moi, je disais 7. Et si tu me dis que l'équipe est aussi entreprenante qu'on l'a vu hier, avec un Kei Kamara qui ne va pas démarrer tous les matchs, ça pourrait être 7 qui s'étire sur 10. C'est à ce point-là que je crois que c'est le scénario, le profil parfait pour venir peser sur des équipes en fin de match et être le super sub de tous les super subs. Il faut qu'il reste en santé. Il faut que l'équipe continue d'attaquer en fin de match aussi. Mais écoute, c'est franchement excitant cette mise sous contrat-là. C'est pas lui qui va régler tous les problèmes de l'équipe, mais en partie régler des problèmes que tu as eus et qui ont été importants en attaque en 2021. Je pense que c'est une signature qui est fort, fort pertinente dans les circonstances avec tous les absents que tu avais pour commencer la saison. Les gars, toujours un plaisir. Ça a été un grand succès de vous entendre pour la première fois en 2022. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Bonne semaine. Merci à vous à la maison de nous avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez de partager le contenu également sur le rds.ca/balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.